Le Niger et la France sont à nouveau sous les projecteurs. Mais cette fois, c'est l'uranium qui est au centre du conflit. La société française Orano, qui exploitait depuis des décennies les mines nigériennes, se retrouve face à un gouvernement qui réclame sa souveraineté sur ses ressources stratégiques. Nationalisation, tensions économiques, bras de fer juridiques. Que se cache-t-il derrière ce choc entre intérêts nationaux et multinationaux? Dans cette vidéo, on décrypte les enjeux et on explore si une réconciliation entre le Niger et Orano est encore possible. Je pense que ils sont revenus à de meilleurs sentiments parce que quand on regarde Orano, le fait de vouloir, en tout cas, parce que le premier pas en tout cas est enclenché par Orano, si j'ai bien compris, qu'eux ils veulent reprendre la négociation pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et je pense que c'est revenir à de meilleurs sentiments parce que les deux parties ont intérêt en tout cas à parler, à se parler. Parce qu'on est en matière d'affaires, indépendamment des questions de souveraineté, c'est que Orano, c'est en fait une entreprise qui est implantée dans le pays, qui connaît très bien en fait l'état en fait des ressources, donc qui a déjà eu à faire des affaires avec l'État nigérien. Donc de ce point de vue, c'est deux acteurs qui se connaissent parfaitement. Donc discuter ne devrait pas poser de problème. Maintenant, ce qui peut être problématique, c'est en fait les intérêts. À quel niveau, jusqu'à quel niveau en fait on est prêt à faire des concessions? Parce que l'actuel gouvernement, en tout cas, qui a pris le pouvoir, a des velléités, surtout des ambitions de souveraineté, ce qui a fait d'ailleurs qu'eux ils se sont retrouvés dans l'AES pour reprendre le contrôle en tout cas de leurs ressources. Parce qu'ils ont considéré qu'effectivement ils se sont fait flouer depuis des années. Donc aujourd'hui, je pense que Orano doit revoir ses ambitions, ses intérêts dans le cadre contractuel et aussi parce que s'ils engagent s'ils continuent en tout cas sur les terrains judiciaires, à un moment donné, les décisions d'arbitrage, il va falloir demander à les exécuter si ça aboutisse. Et l'exécution des décisions arbitrales n'est pas aussi une chose simple et facile à obtenir, même si on a l'exéquature, parce qu'il y a différentes procédures, hein, mais quand on aura l'exéquature, à un moment donné, il va falloir en fait se faire payer, soit faire saisir en fait de l'argent qui appartient à l'État nigérien à l'étranger ou des biens qui leur appartiennent. Donc je pense que, et ça ne fera qu'aggraver la situation déjà, parce que c'est une situation déjà chaotique. Dans un environnement où on mélange la position, les intérêts même de l'État, de l'entreprise Orano, avec l'État français aussi qui n'est pas, parce qu'il faut faire la distinction parfois entre Orano, qui est une entreprise qui peut opérer dans des pays où l'État français n'a pas forcément de très bonnes relations avec ses États, mais là je pense qu'on mélange les deux, c'est-à-dire que l'État français n'est pas en bonne relation avec l'État nigérien, et Orano qui est une entreprise aussi, on va dire, stratégique pour l'État français, donc qui gère le nucléaire, et que le nucléaire en réalité c'est quelque chose de stratégique. Donc forcément, si les Orano part, quitte le terrain, d'autres personnes vont occuper le terrain parce que on regarde les derniers chiffres qu'on a eus. Je pense qu'en 2025, le prix en fait de l'uranium a triplé et on parle des prévisions en 2050, la production, en tout cas les besoins en uranium vont augmenter, vont encore tripler. Donc forcément, avec toutes les politiques au niveau des États qui cherchent en tout cas des fournisseurs en matière d'uranium, forcément le Niger en fait se repositionne encore comme un État stratégique dans ce cercle-là. Donc les entreprises aussi sont des acteurs économiques très réels, très froids, donc qui vont regarder leur intérêt. Et je pense que l'intérêt d'Orano, c'est de trouver un terrain d'entente. Vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès, je dirais. Exactement, donc, on a parlé d'arbitrage. Donc forcément, le Niger se repositionne maintenant pour définir ses ambitions, dire les choses clairement, et aussi qu'il n'y ait pas en fait de chasse gardée. Que le Niger, les autorités l'ont bien dit, que le Niger n'est plus une chasse gardée pour une entreprise française. Quoi qu'il en soit, on a parlé de nationalisation, on va avancer. Donc déjà, là, c'est vrai qu'il y a un arbitrage international qui a été demandé donc à la demande de Orano. Donc finalement, quelques temps après, donc, il y a possibilité en tout cas, il y a une volonté de la part de cette entreprise de négocier et de trouver une solution plutôt en interne entre les deux. Donc comment vous faites la lecture, le cheminement? Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses, sans parler de l'attaque qu'il y a eu tout récemment, qui visait aussi donc, cet uranium donc, à l'aéroport. Donc, quelle lecture faites-vous, docteur Camara, quand vous voyez le dénouement, quand vous voyez l'évolution des choses concernant le Niger et Orano? Oui, alors il faut peut-être rappeler juste avant que c'est vrai que la décision des autorités du Niger de nationaliser donc cette société vient justement de l'attitude que justement les dirigeants de cette entreprise ont eu donc après le changement de pouvoir au Niger. Donc le fait que ils sont pas voulu relancer les opérations. Donc l'État nigérien s'est dit moi je dois défendre les emplois des Nigériens qui sont en jeu, je dois défendre les investissements que moi-même j'ai déjà réalisés, parce que l'État nigérien dit, contrairement à l'image qu'on peut renvoyer, que c'est un secteur stratégique pour le Niger, notamment pour avoir des devises non seulement, mais aussi pour les emplois qui
qui sont liées à ces activités. Donc ça veut dire qu'au début, Orano a finalement mélangé le politique et le business, c'est ça qui a entraîné cela? Alors, exactement, parce que jusqu'alors, c'est vrai que les entreprises, on pouvait dire qu'elles pouvaient se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée, n'est pas tellement se mêler des problèmes politiques qui existent entre les États. Or, on voit bien que, et c'est la réalité, que beaucoup d'États, en tout cas les États puissants et dominants, ont toujours servi un petit peu les intérêts de leurs entreprises. D'ailleurs, c'est un petit peu le reproche qu'on fait beaucoup à la France, notamment en Afrique, dans son précaré, c'est d'être là. La France-Afrique, c'est aussi, elle est là pour servir les intérêts des entreprises françaises qui, justement, de ce fait, donc, n'ont pas le même traitement que d'autres concurrents éventuels. D'ailleurs, on a vu, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais parfois quand un certain nombre de dirigeants, y compris qui n'étaient pas dans un projet souverainiste, pas du tout, voulaient un petit peu défendre les intérêts en disant on va peut-être ouvrir à la concurrence un certain nombre de secteurs que vous dominez de manière historique, mais souvent on a vu que ça s'est traduit par des coups d'État ou des tentatives de déstabilisation. Et je pense que l'attaque qu'il y a eu à l'aéroport, le fait que les autorités du Niger ont dit que cette attaque, elle peut être en partie liée justement à la volonté d'Orano de récupérer par la force le stock qui avait été mis, donc qui était à l'aéroport de Niamey. Or, justement, la sortie que le président du Niger a faite, donc, lui dit, nous, on n'est pas des voleurs, on n'est pas un État voyou. Donc, on peut reconnaître qu'avant que les activités ne cessent, une partie de la production qui a été réalisée sous donc, la responsabilité de Orano, on est prêt, justement, à partager donc, ce stock-là donc, en proportion de la part de Orano dans le capital, puisque l'Orano détenait à peu près les 2/3 du capital. Donc le fait d'avoir dit ça, je pense que ça donne aussi une autre image, parce que l'image que Orano, malheureusement, peut-être a voulu donner de l'État du Niger, c'est dire que c'est un État qui, dans tous les cas, ne mérite pas la confiance des investisseurs étrangers. C'est un État un petit peu qui veut faire tout et n'importe quoi, on va leur mettre la pression. Et comme ils voient que ça ne marche pas, parce que comme disait tout à l'heure notre invité, donc la demande mondiale d'uranium ne va aller qu'en augmentant, et que dans tous les cas, il y a plein de pays ou plein d'États qui s'en foutraient un petit peu des rapports politiques et qui demain auront intérêt, sont prêts à acheter l'uranium du Niger, y compris si c'était exploité par quelqu'un d'autre que Orano. Donc je pense qu'ils ont compris que leur intérêt était de revenir donc, à la négociation et de mettre de l'eau dans leur vin. Je me retourne vers vous, Baba. C'est vrai qu'encore une fois, on était tous autour de cette table-là à parler de cette attaque-là à Niamey, et forcément ça intrigue pas mal de téléspectateurs qui se disent mais comment, après la sortie donc, du président nigérien qui a explicitement nommé des pays en disant que etc. et finalement quelques temps après, eh bien on ouvre la porte des négociations. C'est quoi? C'est stratégique, c'est bien pensé, il y a des raisons derrière. Comment vous voyez les choses? Je ne sais pas si c'est bien pensé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas compris cette porte ouverte. Après, je pense que le futur nous le dira. Ou alors, bon, il s'est dit qu'avant le coup d'État, on va rester, avant le coup d'État de juillet 2023, tout ce que vous avez produit, vous le prenez, et tout ce qui est après le juillet 2023, c'est à nous. Mais moi, je pense que c'est trop gentil. C'est trop gentil, et donc, à la limite, on peut avoir l'élégance, on peut être gentil comme ça, sauf que la réaction arrogante de Orano qui se permet après de dire bon écoutez, nous avons aussi 40 ans d'expérience, donc vous n'avez pas la technique, donc il faudra collaborer encore avec nous. Moi je pense que non seulement ce que l'État nigérien est prêt, je crois que c'est 90 tonnes ou je ne sais pas combien de tonnes d'uranium, mais il faut quand même depuis 1968 à 2023 on va dire, 2023, mais il faut faire le calcul rétroactif du vol manifeste du tarif qui avait été donné au Niger. Il faut faire ce calcul. Il faut pas avoir honte de ça, parce que c'est non seulement, au-delà de ça, qu'est-ce que le Niger a gagné au niveau de l'environnement? Des maladies. L'uranium, l'eau, le côté radioactif. Et au-delà de ça, un pays qui est sur de l'uranium n'a même pas une centrale, on va dire, électrique, et n'ont même pas l'électricité. Bon, je vais dire, l'électricité ne dépasse pas les 50% du pays. Donc, moi, je pense qu'il ne faut même pas négocier. S'il ne faut pas négocier, que faut-il faire? C'est-à-dire que... Non, ils continuent dans leur lancée. Et à la limite, on fait un appel d'offres. Bon, si l'appel d'offres se fait et que Orano gagne, tant mieux pour eux. Mais je pense que ce n'est pas dans ces conditions. Et ne pas faire confiance à des personnes qui passent de vous êtes un État voyou, vous nous avez volé, on vous envoie vers les tribunaux, et ensuite, très bien, on va essayer de négocier parce que nous sommes les seuls à pouvoir vous former. Non. Pour finir, Monsieur Noba, qu'est-ce que vous pensez finalement de la façon de voir de Babadem, à savoir qu'il faut faire les comptes depuis le début des années 70 jusqu'en 2023, et ensuite dire qui doit à qui?
c'est un peu ce que voulait dire Baba Deme, ou au contraire, allons vers la négociation, renouons un partenariat, retravaillons éventuellement ensemble, ou redonnons ce que, soi-disant, le Niger doit à Orano. Je pense que les deux ne sont pas contradictoires. C'est qu'on peut faire les deux à la fois. On peut évaluer, je pense que les autorités d'ailleurs l'ont déjà fait, évaluer en tout cas la relation contractuelle qu'ils ont eue depuis 50 ans pour voir les retombées, et que force est de constater qu'effectivement, il n'y a pas assez de retombées. Je dirais même qu'il n'y a pas beaucoup de retombées parce que le Niger, en fait, pendant ces années-là, n'a pas eu un transfert de compétences, de technologies. Je pense que là, c'est un point, par exemple, qu'il faut mettre sur la table. S'il y a un nouveau contrat, ça c'est la première chose. Et aussi que le taux de couverture, en fait, en matière d'électricité au Niger aussi, c'est pas normal qu'un État qui produit de l'uranium n'ait pas un taux de couverture assez suffisant pour satisfaire les besoins de ses populations. Donc je pense qu'il y a en fait un revirement stratégique à avoir. Et le fait de renégocier, c'est effectivement d'éviter le procès, mais ça ne veut pas dire non plus de continuer avec eux, parce qu'il faut souligner qu'il y a quand même les Canadiens qui sont sur place déjà, qui doivent d'ailleurs, je pense que bientôt démarrer une activité de production, je pense en 2027, ils ont dit. Et il y a aussi les Chinois, et on parle aussi des Russes qui essayent... Des alternatives, il y en a plein, ça, on peut pas dire le contraire. Ça permet en réalité de mettre l'État du Niger dans une position où l'État du Niger peut renégocier. Si Orano peut offrir mieux que ce que les autres partenaires sur place peuvent offrir, l'intérêt de l'État du Niger, c'est effectivement de travailler avec l'entreprise qui offre le meilleur, plus de retombées pour l'État du Niger. Exactement. Donc je me retourne vers vous, docteur Camara. Donc oui, effectivement, donc il y a des différends entre donc les deux. Un arbitrage a été demandé. Aujourd'hui, il y a le Niger et Orano qui sont prêts à discuter, à aller autour de la table pour pouvoir trouver un compromis. Et voilà, quelle solution, vous qui êtes économiste, vous qui travaillez entre guillemets concernant les entreprises, quelle solution et pourquoi aujourd'hui cette décision après tout ce qui a pu se passer? Oui, mais enfin, moi je pense comme M. Noba qu'effectivement il est temps, en tout cas pour les pays africains, donc non seulement d'exprimer la souveraineté, pas simplement en termes de contrôle de nos ressources et tout ça, mais en termes de retombées. C'est-à-dire que évidemment, on n'a pas encore toute la technologie pour nous-mêmes exploiter nos ressources de manière complètement autonome. Et donc, on a besoin de partenariats, mais il faut que ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis que le Niger, même si demain la renégociation devait marcher, mais qu'on ne donne plus les mêmes marges de manœuvre à Orano, qui est des mécanismes de contrôle beaucoup plus stricts, et bien surtout qu'on fasse rentrer d'autres partenaires pour que ce soit une espèce de consortium. C'est nationalisé, donc. Voilà, mais justement, et que ces pouvoirs-là, justement pour qu'il y ait des retombées positives, notamment en matière de transfert de compétences, etc., mais qu'on puisse faire entrer d'autres acteurs dans le système d'exploitation de l'uranium pour que plus jamais aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ou aucun autre État ne puisse tirer les dividendes au détriment des populations. En tout cas, contrairement à Baba, vous êtes d'avis qu'il faut négocier, il faut discuter, il faut aller autour de la table. Voilà, et obtenir des choses, beaucoup plus de choses de la part des entreprises multinationales, quelles qu'elles soient. Le conflit autour de l'uranium au Niger illustre bien les tensions entre souveraineté nationale et intérêts des grandes multinationales. Nationalisation, menaces juridiques et enjeux géopolitiques, l'histoire est loin d'être terminée. Une réconciliation est-elle possible? Seul le temps et la diplomatie le diront. Si vous voulez rester informé des prochains développements, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce bras de fer entre le Niger et Orano.